Participation aux compétitions internationales. Notre invité d'aujourd'hui est l'ancien directeur de campagne de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Après l'avoir accompagné au succès, il est aujourd'hui l'un de ses plus grands critiques, pas sur le plan personnel, mais sur l'aspect de son management et de ses promesses, tant sur le plan professionnel que sur les promesses faites en temps de campagne. Jean-Bruno Tagne, puisqu'il s'agit de lui, vient de paraître et de publier un troisième livre intitulé L'Arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous tenterons de savoir si Jean-Bruno Tagne en veut personnellement à Samuel Eto'o. Quels sont leurs rapports à ce jour? Que décrit-il exactement dans son livre? Quelle est sa lecture à date de la gestion du football au Cameroun par son ancien allié? Samuel Eto'o est-il encore l'homme qu'il faut à la tête de la Fédération camerounaise de football? On en parle dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur du Tic au Tac, vous êtes sur JNJ Média. Vous regardez du Tic au Tac sur JNJ Média. Jean-Bruno Tagne, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir, il est partagé. Alors après Programmé pour échouer, paru en 2010, et La tragédie des Lions indomptables en 2014, vous êtes de retour cette fois avec un livre intitulé L'Arnaque, près de 10 ans, un peu pratiquement 10 ans plus tard. Alors, ce que l'on remarque sur ces trois livres, c'est la forte responsabilité de Samuel Eto'o sur les mauvais fonctionnements, ou bien le mauvais fonctionnement des Lions indomptables. Pourquoi toujours mettre en avant Samuel Eto'o à chaque fois que vous écrivez? Malheureusement, parce que c'est toujours lui qui est dans l'actualité. Vous avez parlé de Programmé pour échouer. Oui. Et moi, ça m'a fait plaisir quand vous avez introduit votre émission en parlant de 2 livres que j'ai publiés sur les Lions indomptables. Parce que partout, et même des journalistes qui malheureusement n'ont jamais lu aucun de ces livres-là, disent qu'il a écrit 2 livres précédents sur Samuel Eto'o, ce qui n'est absolument pas le cas. Programmé pour échouer, c'est un livre qui parlait de la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. C'était une enquête, d'ailleurs. Voilà, c'était une enquête. Oui. Et il se trouve que dans cette enquête-là, j'ai découvert que Samuel Eto'o est celui autour duquel tournaient les raisons de cet échec. Il y a eu une transition mal négociée du capitanat entre Rigobert Song et Samuel Eto'o, et c'est cela qui a entraîné la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud, avec des problèmes de vestiaire à n'en plus finir, oui. Une mauvaise gestion également de cette équipe-là par le ministère des Sports et son allié de la Fédération camerounaise de football, parce qu'à cette époque-là, ils travaillaient véritablement en tandem. Et en 2014, nouvelle Coupe du Monde au Brésil, j'y suis. Et quand on parle de cette compétition, le Cameroun a fait pire qu'en Afrique du Sud. On est sorti dernier et avec des problèmes de vestiaire qui sont encore plus graves. Et quand nous sommes revenus de là, il y a eu une commission d'enquête prescrite par le président de la République. Et lors des enquêtes, la plupart des rapports qui ont été adressés à cette commission d'enquête pointait la responsabilité de Samuel Eto'o. Oui. Et je voudrais ici faire le témoignage de ce que m'avait confié à l'époque Joseph Oona, le professeur Joseph Oona, alors président d'illustre mémoire, alors président du comité de normalisation, et il avait dit il s'arrangera pour sanctionner Eto'o avant de partir de cette compétition. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, et qui disait très clairement que le responsable de la débâcle s'appelait Samuel Eto'o. Les faits sont têtus, voyez-vous. Et donc, une fois qu'il a arrêté de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, personne ne pouvait le tenir pour responsable de quoi que ce soit. Oui. Quand le Cameroun n'a pas pu faire de bonnes prestations alors qu'il n'était plus dans l'équipe, personne n'a parlé de lui. Mais une fois qu'il revient, cette fois comme président de la Fédération camerounaise de football, il est tout à fait normal qu'on examine son mandat et qu'on essaye de faire son bilan, y compris à mi-parcours. Donc, il n'y a pas une fixette sur Samuel Eto'o, mais il y a simplement que je suis journaliste et comme on dit chez nous, les faits sont têtus. Voilà. Alors, est-ce que le fait de toujours le mettre en avant dans vos livres, c'est pour pousser les lecteurs à les acheter? Parce qu'on le sait quand même, le nom Samuel Eto'o, c'est un nom à la base
qui peut avoir de solides appuis sur le plan marketing. Non, je ne le pense pas. C'est essentiellement factuel. Oui. C'est-à-dire que, et je rappelle que je n'ai pas écrit des livres que sur Samuel Eto'o. J'ai écrit un livre accordé avec fraude oui. de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. Et contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est un livre qui a eu un franc succès. Oui. Un franc succès qui a été réimprimé 2 fois. Et ça peut être vérifié auprès de mon éditeur ou alors d'un des distributeurs de livres, la librairie des peuples noirs et d'autres librairies qui ont distribué ces ouvrages-là. Et j'ai fait une tournée européenne de présentation de mon livre accordé avec fraude, où j'ai été en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse également, où j'ai fait plusieurs dédicaces, j'ai animé des conférences et j'ai énormément, le livre a été énormément distribué, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Donc le fantasme selon lequel le nom de Samuel Eto'o ferait vendre, c'est essentiellement de la fantasmagorie, ça n'a rien à voir avec la réalité. L'un de mes livres qui a eu le plus de succès, c'est Accordé avec fraude, et c'est un livre qui m'a permis d'atteindre une certaine dimension. Parce que quand je vous parlais, par exemple, j'ai fait 2 tournées en Europe. La première tournée avait été organisée par l'association Survie, tout frais payé, c'est vérifiable. Et la deuxième tournée avait été organisée par un certain nombre de Camerounais qui voulaient que j'anime des conférences sur le processus démocratique au Cameroun, sans compter des interviews que j'ai accordées à des médias sérieux un peu partout en France, RFI, Le Figaro, l'Humanité même m'avait pris, sans compter un certain nombre de journaux régionaux en France lorsque j'y ai été pour la tournée. Donc l'objectif n'est pas d'écrire sur Samuel Eto'o, et sachant sa popularité, si je voulais vendre à travers son nom, je pense que si j'écrivais une ode à Samuel Eto'o, je crois que je ferais un best-seller, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire les faits, de dire la vérité telle qu'elle est. Alors, que lui reprochez-vous concrètement dans l'arnaque? Et qu'est-ce qui vous pousse, vous, Jean-Bruno Tagné, à prendre votre plume et rédiger ce livre? Alors, ce qui me pousse à prendre cette plume pour rédiger ce livre, d'abord, c'est un souci de vérité et un souci de mémoire. Un souci de vérité parce que j'ai été, vous l'avez rappelé, son directeur de campagne. Et beaucoup, à l'époque où j'ai accepté d'être son directeur de campagne, n'ont pas compris ma démarche. Et il y a eu tellement de choses qui ont été dites à ce sujet. On a raconté pique-pendre à mon sujet, fantasmant toutes sortes de choses qui m'auraient motivé à accepter d'accompagner Samuel Eto'o dans cette belle aventure vers la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et je me suis dit, il n'était pas possible pour moi de me taire, de laisser prospérer le mensonge alors que je suis encore en vie. Donc il était pour moi important d'écrire pour dire la vérité, pour dire ma vérité au sujet de mon engagement à ses côtés lors de cette campagne. La vérité, c'est que j'ai accepté la main tendue d'un homme avec qui je ne nourrissais pas une grande amitié, mais je n'avais pas pour autant une inimitié contre lui. Non, simplement on avait des divergences de vues. Parce qu'évidemment, quand vous écrivez des ouvrages dans lesquels vous essayez de dire les actes qu'il a posés, et il ne pouvait pas imaginer qu'un journaliste aurait le courage de dénoncer les actes qu'il a posés pendant qu'il était capitaine de l'équipe nationale. Évidemment, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas lui plaire. Et donc, vous devenez un peu à ses yeux l'homme à abattre. Et donc, quand, malgré tout cela, il vient quand même me solliciter pour être son directeur de campagne, pour être la figure principale de ce qu'il considère lui-même comme l'acte le plus important de sa vie, je me suis dit, c'était un acte d'élégance, et élégance pour élégance, j'ai accepté sa main tendue, et de manière absolument élégante, comme lui, j'ai accepté de l'accompagner dans cette campagne. Et au-delà de Samuel Eto'o, moi je voyais surtout l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du football camerounais. Parce que voyez-vous, Romaric Tenda, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec de la rancune, et à l'égard de Samuel Eto'o, je n'avais aucune raison. C'est un peu comme si on veut faire croire que lorsqu'un journaliste écrit des articles sur des sujets, sur des individus, c'est parce qu'il a des problèmes personnels avec ces gens-là. Que non.
Il fait simplement son travail. Et lorsque nous faisons notre travail, il peut arriver que cela porte préjudice aux gens, mais ce n'est pas notre intention. Malheureusement, c'est notre boulot. Il est comme ça. Voilà. Donc, quand il me sollicite, je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui est venu me chercher. Je me suis dit, écoutez, s'il vient vers moi, malgré les articles que j'ai écrits pour dénoncer un peu sa personnalité et tout ce qu'il faisait, alors ça veut dire qu'il a dû peut-être comprendre que ça n'avait rien de personnel, que je faisais uniquement mon travail et qu'il a décidé de faire amende honorable et de prendre en compte toutes les critiques que j'avais formulées contre lui par le passé. Donc voilà la raison pour laquelle je l'ai soutenu. Et je parlais tout à l'heure du devoir de mémoire parce que nous sommes dans un pays où, et c'est malheureux, ce sont les journalistes qui sont les moins aptes à écrire l'histoire. Or, nous sommes les historiens de l'instant. Tout à fait. Quand nous avons été en Afrique du Sud pour la toute première Coupe du Monde qui se jouait sur le continent africain. Je ne suis pas sûr que de mon vivant, je vivrai encore une autre Coupe du Monde sur le continent africain. Les Lions indomptables ont eu une participation qui a été désastreuse. Personne n'a écrit. Moi, je l'ai fait. Pour l'histoire. En 2014, moi, je reviens de cette compétition. J'aurais pu me contenter des comptes rendus que je faisais dans le journal Le Jour à l'époque, mais j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin en écrivant un livre aujourd'hui qui fait date. Et Samuel Eto'o a réalisé une performance extraordinaire en devenant le président de la Fédération camerounaise de football. Tout le monde regarde, on applaudit, on écrit dans les réseaux sociaux, on bavarde, mais il n'y a aucun document qui va pouvoir consigner ce moment historique de la vie du football camerounais. J'ai décidé de faire un livre là-dessus. Donc ça également, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire, c'est-à-dire un devoir de mémoire. Alors, et dans votre livre, par exemple, avant qu'on ait de plein fouet dans votre livre, il s'est dit, ça et là, que voilà, Samuel Eto'o, en vous contactant, vous a par exemple donné un pactole pour bosser avec lui, vous a donné assez d'argent parce que vous l'avez accompagné à cette élection. Qu'en est-il réellement, Jean Blémontagne? Alors ça fait effectivement partie d'un certain nombre de fantasmes qui ont été répandus au sujet de mon engagement aux côtés de Samuel Eto'o comme directeur de campagne, et il était important pour moi de rétablir la vérité. Et ça, je voudrais vous le dire en vous regardant les yeux dans les yeux. Il n'y a jamais eu aucun engagement, ou alors mon engagement aux côtés de Samuel Eto'o n'a jamais été subordonné à un quelconque avantage financier. Nous n'en avons jamais parlé. Et évidemment, ce n'est pas qu'il m'a roulé, non. Il m'avait proposé qu'est-ce que tu veux pour en échange de ton soutien. Le jour où j'ai accepté de le soutenir, c'était dans un restaurant ici à Douala. Je lui ai dit non, rien du tout. Ce sera ma contribution pour le football camerounais. Alors, il était effectivement surpris parce qu'il sait, la plupart de ceux qui grenouillent autour de lui, c'est essentiellement pour des raisons bassement alimentaires et tout. Mais moi, je n'étais pas là pour ça. Moi, je n'étais pas là pour ça. Je lui ai dit non. Mon engagement à tes côtés, c'est un engagement honnête et sérieux. Honnête, sérieux et bénévole. Voilà, je n'avais pas besoin d'être payé pour ça. J'étais déjà très très heureux de participer à cette aventure-là aux côtés de probablement le Camerounais le plus célèbre, le plus illustre, si on enlève le président Paul Biya, bien sûr, en respectant son titre. Mais je pense que Samuel Eto'o, c'est une légende. C'est pas une légende, c'est la légende du football camerounais. Et donc, pour moi, être à ses côtés, c'était déjà un grand plaisir. Et je me suis dit, je ne vais pas, en plus de cela, demander à être payé, surtout si jamais le programme sur lequel nous avons discuté, si jamais il le réalise, pour moi ce sera un grand bonheur de savoir dans 20 ans, dans 30 ans, que Samuel Eto'o a révolutionné le football camerounais et que celui qui était son directeur de campagne à l'époque où il a brigué la présidente de la Fédération camerounaise de football pour faire ce travail extraordinaire, c'était Jean-Bruno Tagne. Pour moi, ça vaut plus que tout l'argent du Cameroun. Ça entre dans l'histoire, naturellement. Alors, je pense que chaque Camerounais, pour son pays, devrait pouvoir apprendre à faire au moins une chose sans en chercher un gain personnel. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément à ce pays. Et c'est pour ça que je suis toujours très, très amusé quand les gens n'y croient pas. Et aussi à l'époque, quand les gens ont fantasmé toutes sortes de montants, les gens avançaient des sommes folles et tout. Et moi, j'ai même vu un type dans les réseaux sociaux qui serait fonctionnaire au ministère des Finances prétendre qu'il y a un document sur lequel cet engagement financier a été signé, et il dit l'avoir lu. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable.
C'est incroyable. C'est de la démence totalement. Ben oui, c'est de la démence totale. Parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu qu'il n'existe aucun Camerounais capable d'accepter de travailler comme ça là, de manière bénévole, voilà, capable de marcher avec quelqu'un qu'on dit extrêmement riche et qu'on présente comme un porte-monnaie ambulant et béant. Donc l'argent, ça tombe un peu partout. Qu'on puisse être à ses côtés sans pouvoir lorgner ses finances. Moi, je l'ai fait et avec grand plaisir. Alors, entre autres choses, hein, vous décrier l'hyper-présence de Samuel Eto'o dans la gestion du football camerounais, oui, son narcissisme en quelque sorte, ainsi qu'une gestion par la rancune. Alors, selon vous, ce sont ces attitudes de lui qui conduisent notre football vers l'impasse dans lequel nous sommes aujourd'hui? Alors, il faut dire que le football camerounais ne se portait pas déjà très bien. Hein. On ne va pas donner le sentiment que c'est Samuel Eto'o qui est venu. Non, le football camerounais ne se portait pas déjà bien. Mais précisément, il est venu pour sauver ce football-là qui était dans une situation difficile, oui, et on lui a fait confiance. Parce qu'on a vu son passé de footballeur, on a été ébloui par le lustre de sa carrière et de son aura. On s'est dit qu'il pouvait réussir le miracle. Sauf que 2 ans plus tard, on est extrêmement déçu par le bilan assez indigent de ces 2 années à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et parmi les raisons qui l'ont amené à échouer, parce que pour moi il a échoué, là-dessus il n'y a pas de nuance possible en ce qui me concerne et oui, je n'attends qu'à être démenti là-dessus. L'une des raisons qui l'ont amené à échouer, c'est effectivement que sa personnalité que j'avais décrite par le passé et que je croyais avoir, j'espérais qu'il l'avait changé, malheureusement, a repris très très rapidement le dessus. C'est quelqu'un qui est extrêmement clivant. Il avait dit qu'il devait rassembler les Camerounais autour des valeurs du football. Aujourd'hui, les Camerounais sont plus que jamais divisés à cause du football. Et ça, c'est Eto'o. Il est également clivant au milieu des anciens joueurs. Vous avez vu toute la rage qui s'abat aujourd'hui sur Joseph-Antoine Bell, oui, coupable simplement de rappeler un certain nombre de choses qui sont évidentes que n'importe quel Camerounais consciencieux pourrait voir. Vous avez appris qu'on a failli casser la gueule à Jérémy Nditap oui, en pleine Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il est venu dans le vestiaire comme n'importe quel illustre ancien lion indomptable. Lui-même, Samuel Eto'o, en 2017, quand on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il est entré dans le vestiaire des lions indomptables pour féliciter ses jeunes frères, comme il le dit parfois de manière très condescendante. Voilà, donc pourquoi lui, il devrait entrer dans le vestiaire quand les lions ont gagné alors qu'il n'avait rien à y faire et pas Jérémy Nditap. Donc ça veut dire que dans son esprit, il pense qu'il est le propriétaire de cette équipe nationale-là et que personne d'autre n'a le droit d'y mettre les pieds, sauf si la personne lui fait allégeance. Parce qu'on voit très bien les autres comme les Roger Mila qui passent le temps dans le vestiaire, ça ne pose pas de problème parce qu'ils lui ont fait allégeance. Mais par contre, ceux qui restent un peu fiers, ils sont interdits d'équipe nationale. Donc, il y a cette personnalité-là, clivante, qui a repris le dessus. Il y a également ce narcissisme-là compulsif qu'on observe chez lui. Vous avez vu pendant la Coupe du Monde cette présence étouffante de Samuel Eto'o dans l'environnement de l'équipe nationale. Moi, j'ai vu une image surréaliste et au départ, c'est ce qui devait illustrer un peu la couverture de mon livre, celle de Samuel Eto'o à l'entraînement avec les joueurs, short et godasse, en train de jouer avec les joueurs, donner des consignes tactiques à tel ou tel joueur et tout. C'est ridicule. C'est ridicule. Il est président de la Fédération camerounaise de football. Même s'il est un ancien grand joueur, vedette de cette équipe-là, je pense qu'il doit apprendre à tenir son rang. Et c'est ce qui le tue aujourd'hui. C'est-à-dire que 2 ans après, Samuel Eto'o n'a pas réussi à s'élever au niveau de sa fonction. Il est resté le joueur en culotte courte et godasse, malheureusement. Il n'a pas réussi à faire sa mue de joueur à manager de la fédération qu'il est devenu. Et vous pensez que c'est ça qui le plombe aujourd'hui? Bien sûr, et un certain nombre de conflits avec des joueurs. Et là encore, c'est quelque chose de surréaliste. Est-ce que vous vous rendez compte? Le président de la Fédération camerounaise de football et un des joueurs de l'équipe nationale ne se parlent pas. André Onana, c'est de notoriété publique. Oui. Quand André Onana voit Eto'o, il passe. Si Eto'o lui tend la main, il ne la regarde même pas. Ils se sont engueulés comme des enfants en pleine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire devant témoins. Voilà, donc ça, ce sont des actes qui montrent très bien que le type n'a pas encore réussi à tenir son rang de président de la Fédération camerounaise de football qui doit se mettre au-dessus de la mêlée. Et après, il y a également une dimension karmique.
dans ces choses-là. Je ne suis pas superstitieux pour un sou, hein, mais souvenez-vous, qui est le joueur qui avait refusé de serrer la main de Iya Mohamed, alors président de la Fédération camerounaise de football, devant caméra du Cameroun lors d'un match officiel des Lions en Attaque? C'est bien Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il est redevenu président, on lui fait exactement la même chose. Vous savez, hein? L'histoire s'écrit de la même manière, voilà, pratiquement. Alors, durant votre période de campagne, pourquoi vous n'avez pas pris le temps de dénoncer ce comportement de Samuel Eto'o? Est-ce que pendant la campagne, il avait cette attitude? Non. Alors, je dois à la vérité de dire que Samuel Eto'o a été exemplaire pendant la campagne. Oui. Il semblait avoir pris conscience des critiques qui avaient été faites sur sa personnalité. Et sa personnalité, on le jugeait, je l'ai dit tout à l'heure, clivant, on le jugeait arrogant, oui, prétentieux, narcissique, avec un ego himalayen. Oui. Voilà. Et donc, pendant toute la durée de campagne, je pense qu'il s'est fait violence pour ne pas que au moins une de cette attitude-là apparaisse et soit de nature à pouvoir plomber sa campagne. Oui. Il a été exemplaire à aucun moment dans nos rapports ou même avec les autres camarades avec lesquels nous étions dans cette équipe de campagne, il a manifesté ce type de comportement. Évidemment, il lui est arrivé des moments de grande colère, homérique pratiquement, mais c'était le stress. Et puis, parce que vous imaginez, il a tout mis dans cette campagne, il a mis de sa personnalité, il a mis de son argent, il a tout mis dans cette campagne et à un certain moment, on a eu des peurs. Par exemple, le jour où on est allé déposer son dossier de candidature, oui, 2 heures avant d'aller déposer son dossier, il était incomplet. C'est-à-dire que par miracle comme ça, on s'est retrouvé, les parrainages, il n'en avait aucun. Et donc, ce jour-là, si on ne déposait pas son dossier, il était disqualifié. Donc, il a piqué une colère homérique. Alors, s'il y avait juste un petit dysfonctionnement, finalement, on a pu rassembler tous les documents et on est allé déposer son dossier. Donc, moi, j'ai vu un homme qui était remarquable. Il y avait des fois où je me disais, mais attends, est-ce que c'est le même type dont j'ai parlé, oui, dans certains de mes ouvrages? Parce qu'effectivement, il avait pris conscience de ce qui lui était reproché, sauf que malheureusement, il aurait dû continuer sur cette même lancée qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de ce qu'on voit aujourd'hui avec les Lions indomptables. Sauf que malheureusement, une fois élu, sa vraie nature a très rapidement repris le dessus. Et c'est bien dommage. Alors, on vous a entendu dire, par exemple, que jamais un président de la Fédération camerounaise de football n'avait la gestion aussi libre que Samuel Eto'o là aujourd'hui. Pensez-vous que cette liberté qu'on lui a donnée visait justement à l'humilier en quelque sorte et le mettre face à ses responsabilités? Non, en fait, il faut savoir que Samuel Eto'o est très aimé des Camerounais. Tout à fait. Il est très très aimé des Camerounais pour le parcours qui fut le sien, y compris par les autorités camerounaises. Et donc, c'est pour ça qu'une fois qu'il est devenu président de la Fédération camerounaise de football, on lui a laissé les mains totalement libres pour le laisser faire. Et pour plusieurs raisons. Oui. Il y avait une dimension politique également. C'est que le gouvernement se dit, alors, on a en face de nous un gars qui est populaire, il est très très aimé des Camerounais et il est porteur de beaucoup d'espoir pour le football camerounais. Tout à fait. Alors nous, le gouvernement, ce n'est pas le moment de lui mettre les bâtons dans les roues parce qu'auquel cas, si jamais il échoue, il sera bien inspiré le moment venu de dire, bon voilà, je suis venu avec l'intention de redonner au football camerounais toute sa grandeur et les types du gouvernement m'ont empêché de travailler. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu les mains totalement libres. Et dès son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, son premier acte d'indépendance a été de nommer le sélectionneur de son choix. Parce que c'est lui. Moi, j'ai vu ses soutiens. Une fois l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations, oui, ils ont commencé à faire croire que ce n'est pas Samuel Eto'o qui avait choisi Rigobert Song, oui, que Rigobert Song aurait été imposé par la présidence. Oui, ils ont même ressorti un certain nombre de correspondances du secrétaire général de la présidence de la République sur instruction du président de la République. C'est faux. C'est Samuel Eto'o qui a choisi Rigobert Song avant même d'être élu. En toute liberté. En toute liberté, avant même d'être élu. Pourquoi? Parce qu'il avait confié, il avait promis à Rigobert Song de lui donner le poste de sélectionneur si jamais il le soutenait. Ah, c'est une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne. Et donc, venir aujourd'hui nous faire croire que c'est la présidence qui a imposé Rigobert Song me semble malhonnête et oui, ça ne passera pas. C'est lui qui a choisi Rigobert Song et c'était son premier acte d'indépendance oui, vis-à-vis du gouvernement. Parce que
Avant sa nomination, Mouele Kombi, ministre des Sports, est passé sur une émission à la CRTV où il disait non, ce n'est pas possible. Après la Coupe d'Afrique des Nations, où le Cameroun est sorti 3e, il disait non, ce n'est pas possible de changer le sélectionneur Antonio Conceição parce que nous avons des échéances qui pointent là à l'horizon. Changer un coach maintenant, c'est prendre un gros risque inutile. Donc on va continuer avec ce sélectionneur. Et immédiatement, le lendemain, Samuel Eto'o s'est fendu d'une violente lettre dans laquelle il rappelait que le choix du sélectionneur des Lions indomptables relève de la responsabilité de la fédération. Donc il a en quelque sorte désavoué le ministre des Sports. On a laissé faire. Pour aller à la Coupe du Monde, le ministre des Sports observait simplement. C'est la FECAFOOT qui allait choisir. Pardon, le camp de base des Lions indomptables au Qatar, c'est la FECAFOOT qui a choisi les hôtels, c'est la FECAFOOT qui a décidé de tout. Bref, on a laissé faire. Et on a observé déjà ces attitudes dans le vestiaire de l'équipe nationale où il menace des joueurs, personne n'a sa place garantie dans cette équipe. Et quelques personnes commençaient à dire, oh, attention, ce type-là, il prend un mauvais chemin. Mais le ministre Mouele Kombi ne disait rien. Parce que des instructions lui avaient été données, tu ne fais rien, on le laisse faire. Mais sauf qu'il y avait instructions au ministre, sa hiérarchie, la présidente de la République. Mais c'était un piège en quelque sorte. Parce que l'objectif du gouvernement, c'était de le laisser entièrement responsable. C'est-à-dire qu'il va assumer les échecs et va également se gargariser des victoires si jamais il a victoire. Mais l'objectif, c'était de le laisser s'auto-détruire. Et ça, ce sont les mots d'un membre du gouvernement avec lequel j'ai parlé avant cette Coupe du Monde, parce que je m'étonnais de ce laisser aller qu'il y avait de la part du gouvernement vis-à-vis du président de la Fédération camerounaise de football. Il me disait, Jean-Bruno, on sait exactement où il va arriver. Est-ce qu'au final, ce n'était pas un piège de le laisser C'était un piège. C'était un piège, justement. En fait, quand on l'a laissé faire, il faisait tout ce qu'il voulait. Il a cru qu'on avait peur de lui et il a cru... il a eu la naïveté de croire que le gouvernement avait peur de lui. Mais non. En fait, on disait, OK, bah écoute, si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, tu vas assumer. Moi, de mémoire de journaliste sportif, j'ai été journaliste sportif. Chaque fois que le Cameroun est revenu d'une compétition, avec un échec, c'est le gouvernement qui était pointé du doigt. Une fois, le ministre des Sports, il était passé par l'Assemblée nationale pour s'expliquer devant les parlementaires, ainsi de suite. Mais depuis, qui parle du ministère des Sports? Personne. Parce que le ministère des Sports s'est lavé les mains et a laissé toute la responsabilité de l'organisation de l'équipe nationale au président de la Fédération camerounaise de football. Et aujourd'hui, il doit assumer les échecs. Et vous avez vu l'aise avec laquelle Mouele Kombi aujourd'hui s'exprime, parce qu'il dit, et ça c'est quand même assez rare de la part d'un ministre de parler comme ça du président de la Fédération camerounaise de football, dans une interview à la CRTV, il dit on ne peut pas semer les graines de la division et prétendre vouloir l'union sacrée autour des Lions indomptables. Et là, il parlait en écho au discours du président de la République le 10 février 2024, dans lequel il disait en clair qu'il y a eu des problèmes d'indiscipline au sein de cette équipe nationale, qu'il y a des problèmes d'organisation, et il regrettait, et il rappelait également que l'État du Cameroun consent d'énormes sacrifices financiers pour la marche de cette équipe nationale, et les Camerounais sont en droit d'exiger des résultats et une meilleure organisation. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. C'est un message qui sonne comme un désaveu de la part de la FECAFOOT, envers la FECAFOOT de Samuel Eto'o, et une reprise en main des choses par l'État du Cameroun. On a d'ailleurs écouté le ministre Narcisse Mouele Kombi parler du financement que l'État octroie pour la gestion du football et de la fédération et des Lions indomptables, qui sont chiffrés à plusieurs milliards de francs CFA. Il n'a pas donné les chiffres exacts, mais c'est ce qu'il a pratiquement dit dans son discours. Jean-Bruno, je propose qu'on marque une pause. Oui, alors, avant cette pause, et c'était très bien que le ministre fasse cette mise au point, parce que dans le fanatisme ambiant, beaucoup font croire souvent que la gestion de l'équipe nationale relève de l'argent de poche de Samuel Eto'o. Et donc, je pense que le ministre, conscient de cela, a voulu faire cette mise au point pour que chaque Camerounais sache que ce qui est dépensé pour faire fonctionner l'équipe nationale dans toutes les compétitions, c'est l'argent public. Ce n'est pas l'argent d'un individu. Et quand bien même ça aurait été l'argent de la fédération relève de ce qu'on appelle sous d'autres cieux les biens sociaux.
Ce ne sont pas vos biens, ce n'est pas l'argent de poche d'un individu, c'est l'argent de la fédération et la fédération appartient aux Camerounais. Mais dans le cas d'espèce, les fonds qui sont dépensés dans des compétitions, location des avions, les hôtels, la nutrition, les primes de match sont payés par l'État du Cameroun. Et donc, si les individus pensent que l'État peut payer et ne pas vouloir avoir un droit de regard sur ce qui est fait, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Et c'est pour ça que le président de la République a dit qu'on est en droit d'exiger. C'est pas, on attend, non, on exige. C'est une obligation de rendre compte. Et je pense que s'il y a encore des gens à la fédération qui sont capables de comprendre, ils devraient pouvoir comprendre vers où on va. Et donc, quand on écoute le président de la Fédération camerounaise de football dit « j'ai payé les primes », voilà. C'est une grossière erreur. Non, c'est même malhonnête. C'est pas lui, c'est l'État du Cameroun. C'est vous et moi qui payons ces joueurs-là. D'accord. Je propose qu'on marque donc cette pause, Jean-Bruno. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. Dans cette deuxième partie d'émission, nous parlerons du sort des Lions indomptables du Cameroun et naturellement de la gestion du football camerounais par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, toujours en lecture, toujours en lumière avec le livre L'arnaque de Jean-Bruno Tagne. Alors dans cette deuxième partie, Jean-Bruno, nous allons questionner un tout petit peu l'écoute du manager Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o écoute ou il n'écoute pas? Parce que d'aucuns estiment qu'il écoute exclusivement certaines personnes de son entourage, mais parfois quand vous lui faites des reproches qui vont dans le sens de la construction, il n'y tient pas compte, il botte carrément en touche et il fait ce qu'il veut. Alors moi, j'ai jamais travaillé à la Fédération camerounaise de football. Moi, ma mission auprès de Samuel Eto'o s'est arrêtée le 12 décembre 2021. Oui. Et la dernière fois où j'ai mis les pieds à la Fédération camerounaise de football, c'était en décembre, fin novembre, début décembre 2021. Oui. Voilà, donc pour déposer son dossier. Je n'y ai plus jamais mis les pieds, même quand il a été élu, je n'y suis pas allé. Je n'avais aucune raison d'y aller, n'étant pas un employé de la Fédération camerounaise de football. Ceci dit, donc, pourtant, j'ai quand même écrit un livre où je parle de ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. C'est vous dire que j'ai un certain nombre de sources en interne, que ce soit autour de lui ou alors même les employés ordinaires de la maison qui peuvent me donner le pouls de ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Il y a une constante. Chaque fois que je discute, même avec ceux qui étaient mes camarades dans cette équipe de campagne, quand je leur dis, mais les gars, pourquoi vous pouvez laisser Samuel faire telle chose? Et la réponse qui revient chaque fois, invariablement, quelle que soit la personne avec laquelle je parle, c'est Jean-Bruno, tu es bien placé pour savoir qu'il n'écoute personne. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est dire qu'il n'écoute pratiquement pas parce que... il écoute lui-même. C'est-à-dire qu'il est convaincu que tout ce qu'il fait est bien. Et l'autre chose également, c'est que Samuel Eto'o a commis beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire de céder au populisme ambiant. Quand il fait des choses, les badauds, la foule applaudit, il a l'impression que c'est très bien. Mais malheureusement, il devrait savoir que la foule ne réfléchit pas. Quand vous lisez la psychologie des foules Gustave Le Bon, c'est très très clair. La foule ne réfléchit pas. Au contraire, si vous avez tendance à suivre la foule va vous mener vers le gouffre. Pour illustrer un peu cette histoire de foule à laquelle il ne faut pas faire confiance parce qu'elle ne réfléchit pas, on a eu, pour ceux qui lisent la Bible, je ne suis pas un grand lecteur de la Bible, je crois en Dieu, ça c'est sûr, mais lorsqu'on a mis Jésus sur la croix pour le tuer, il était avec un brigand qu'on appelait Barabbas, je crois, et la foule a demandé de libérer Barabbas et de tuer Jésus. Voilà, donc c'est exactement cette foule-là. Donc si vous êtes un manager, au lieu de faire confiance au personnel technique qui est là pour vous accompagner, pour vous aider à réussir, et vous cédez au populisme, à la foule, il est évident que vous allez échouer. Alors, faut-il et doit-on manager par la rancune, Jean-Bruno Tagne? Non. Deux cas d'espèce, le cas de Eric Maxime Choupo-Moting et le cas, par exemple, de Michael Ngab Gandjoui, qui ne sont... pour Michael, il n'est ni allé à la Coupe du Monde, ni à la dernière CAN. Et pour Eric Maxime Choupo-Moting, il n'est pas allé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsque vous faites le parallèle, ce sont les mêmes plaintes qui reviennent, parce qu'ils ont eu des frottements avec Samuel Eto'o. Absolument. Est-ce qu'on doit diriger les hommes de cette manière? Mais non, absolument pas. Je pense que ce sont également les conséquences, l'échec du Cameroun aujourd'hui et le bilan assez chétif, indigent même de l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football est la conséquence effectivement du management par la terreur.
C'est-à-dire qu'il dirige par la terreur et il dirige également par la rancune. Le cas Michael Ngade est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que Ngade est coupable simplement d'être allé voir Samuel Eto'o après l'épisode assez ubuesque où il était venu dans le vestiaire dire aux joueurs dans une posture très arrogante, personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Moi, j'ai été à cette place-là. Les sermonner, voilà. Comme des gamins. Ben oui, c'était hallucinant. On n'a jamais vu ça. Et donc, quand il a fait ça, et il n'était pas le coach, hein, il était le président de la fédération. Et après cet acte, le lendemain à l'entraînement, Michael Ngade est allé le voir pour lui dire, bon, président, tu n'as pas besoin de faire ce genre de discours, surtout que nous avons gagné. Et quand tu le fais avec des caméras qui te filment, il était armé de micros, donc c'était quelque chose. Il venait faire son show. C'était préparé. Fait. Oui, il venait faire le show. C'est pas bien. Les autres ne vont pas te le dire, mais je sais que personne n'a apprécié, même les sélectionneurs n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas le courage de venir te le dire. Moi, je venais te faire la remarque respectueusement. Écoute, je pense que ce n'était pas nécessaire. Il dit, ok, j'ai compris mon petit, j'ai compris. Sauf que malheureusement, il a peut-être compris, mais il s'est dit, mais qui est-il pour venir me dire ce que je dois faire? Et dès cet instant, Michael Ngade avait signé son arrêt de mort. Ils étaient deux à qui on voulait couper la tête. Il y avait Michael Ngade et Zambo Anguissa. Sauf que couper la tête des deux, c'était trop gros. Et ils avaient également un tandem qu'ils n'aimaient pas beaucoup. Apparemment, ils s'entendaient beaucoup. Il était question de casser ce tandem-là. Donc finalement, on a dû sacrifier Michael Ngade, qui était à l'origine de la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde. Parce que le centre qui est expédié dans les buts par, comment il s'appelle, le mec là, Toko Ekambi, le centre a été fait par Michael Ngade. Et Michael Ngade, qui était parmi les meilleurs joueurs du Cameroun lorsqu'on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Donc c'est un taulier de cette équipe-là. Il m'a semblé qu'il a été parmi les capitaines, soit capitaine ou vice-capitaine de cette équipe-là. Il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Une vengeance personnelle du président de la Fédération camerounaise de football. Et dans le cas Deuxième cas, Éric-Maxime Choupo-Moting. On a eu le fin mot de la part de son propre père, qui est également son manager, qui dit que oui, Maxime paye le fait que j'ai dénoncé que la Fédération camerounaise de football est ouverte pour le compte des joueurs des comptes bancaires à UBA sans obtenir leur autorisation. Ce qui normalement est Est-ce que c'est faisable, Jean-Benoît? C'est ça qui est quand même terrible, parce que la banque UBA devrait un jour rendre compte de cette histoire, parce que le père de Choupo-Moting a été très très clair. Il est même allé plus loin, que plus tard, on lui a amené des documents antidatés pour qu'il les signe de la part de la banque. Mais c'est très grave. C'est quasi mafieux. Comment on peut ouvrir des comptes bancaires pour des adultes sans qu'ils en soient informés? Ça, c'est quelque chose de terrible. Et pour avoir dénoncé cela, il a décidé de le faire morfler en mettant son fils de côté. Donc voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans une équipe, vous fermez vos gueules ou alors on ne vous fait pas partir. Il y a également un autre cas qu'on peut citer, celui du gardien André Onana. André Onana est venu à la Coupe d'Afrique des Nations simplement parce que le gouvernement a insisté pour qu'il vienne. Les négociations avec son club ont été menées par le gouvernement. Si ça ne tenait qu'à la Fédération camerounaise de football, il ne serait pas venu. C'est pourquoi, sur la liste des 27 joueurs, il y avait 4 gardiens, ce qui est absolument inédit dans toutes les équipes. En général, on va avec 3 gardiens, mais le Cameroun est la seule équipe probablement qui est partie à la Coupe d'Afrique des Nations avec 4 gardiens de but, parce qu'effectivement ils avaient prévu qu'André Onana ne viendrait pas. Donc on lui a fait plein de misère dans cette équipe-là, dans l'espoir qu'il ne viendrait pas. Toujours une question de vengeance. Voyez-vous, on ne peut pas construire avec ce genre d'attitude qui me semble absolument puérile et pas de nature à pouvoir faire évoluer une équipe. Résultat, les Lions indomptables sont sortis au premier tour de la dernière Coupe du Monde. Ils sont sortis en 8e de finale, je pense, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Benoît, d'après vous, Eto'o est-il encore celui qu'il faut à la tête de la Fédération camerounaise de football? J'aurais du mal à répondre par l'affirmative à cette question, parce que le bilan, il est ce que nous savons tous, toute propagande et tout fanatisme mis à part. Il a fait un certain nombre de promesses quand il venait à la tête de cette fédération camerounaise de football. 2 ans après, il n'a pas réalisé ses promesses. On peut en citer quelques-unes sans être trop long pour ne pas prendre tout le temps de cette émission, parce que si on veut citer la litanie des promesses non réalisées, on prendrait toute cette émission. C'est lui-même qui l'avait dit, qu'il attaquait
la construction du siège de la Fédération camerounaise de football en janvier 2023. Nous sommes en 2024, c'est-à-dire plus d'1 an plus tard, il n'y a même jamais mis les pieds. Deuxième chose, il nous avait promis de nous amener, d'avoir donné au Cameroun un contrat équipementier jamais signé dans l'histoire du football africain. Oui. Et il nous disait que cet obscur équipementier qu'on appelle One All Sport devait offrir aux Lions. Parce que personne d'autre ne connaît cet équipementier. Au départ, ils nous ont dit oui, c'est un grand équipementier qui habille également un club du Maroc. Sauf que 3 ou 4 mois plus tard, le club marocain s'est rendu compte que ça ressemblait à une arnaque. Ils ont résilié le contrat. Donc le Cameroun est le seul pays aujourd'hui qui joue avec des maillots One All Sport. Toujours est-il que One All Sport, dit-on, selon Samuel Eto'o, devait offrir un bus flambant neuf pour les Lions indomptables. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu la couleur de ce bus. Et même le contrat avec One All Sport n'a jamais été vu, même pas par le président de la commission du marketing, qui était par ailleurs le 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football. Il avait également promis de construire pas moins qu'une dizaine de stades à travers le Cameroun. Il n'y en a pas un seul qui a été livré jusqu'à ce jour, et nous sommes à 2 ans de son mandat. Arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, à peine 6 mois, il a fait modifier les statuts pour s'attribuer un mandat non pas de 4 ans, mais de 7 ans. C'est-à-dire qu'il voulait voler 3 ans de plus sur les 4 qu'il avait obtenus au moment où il avait été élu. Et suprême incongruité, il disait que cette rallonge devait commencer à compter du mandat en cours. C'est-à-dire, au lieu de faire 4 ans comme initialement prévu, il devait en faire 7. Ce qui est une grosse escroquerie, non seulement d'un point de vue du droit, mais également d'un point de vue de l'éthique. Parce qu'il faut apprendre à respecter la parole donnée. Et donc, il n'a été arrêté dans cette dérive quasi soviétique que par une instruction venue de la FIFA qui lui a dit « Monsieur, vous ne touchez pas à la durée de votre mandat ». Il avait également promis une grande transparence et l'accountability dans la gestion de la Fédération camerounaise de football. Mais ce n'est pas moi qui dénonce l'opacité. Tous les présidents de club ont multiplié des correspondances que nous avons tous lues pour dénoncer l'opacité dans la gestion des fonds de la Fédération camerounaise de football. Même les différentes subventions qu'on accorde aux clubs, les clubs veulent savoir qu'est-ce qui relève de la subvention de la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce qui relève de leur quote-part dans les différents sponsoring, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut multiplier à l'envi un certain nombre de promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été réalisées. Et le plus terrible, c'est qu'il n'en prend même pas le chemin. Parce que, en général, dans ce genre de situation, on peut se contenter du fait que l'avenir est prometteur. Mais dans le cas d'espèce, l'avenir est plus inquiétant même que le présent. Alors récemment, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a annoncé sa démission lors d'une réunion du comité exécutif. Démission rejetée par tous les membres, a-t-on appris. Est-ce que Jean-Bruno, cet acte n'est-il pas celui d'un leader conscient de son échec qui souhaite passer la main tout librement à quelqu'un d'autre pour continuer le travail? Alors, vous y croyez, vous? Non. C'est un acte absolument puéril, et c'est également une tentative de chantage. De la part de, oui, c'est un chantage de la part de Samuel Eto'o, et on va voir beaucoup d'actes de ce genre. Moi, j'ai également lu dans les réseaux sociaux, j'espère que c'est faux et qu'on me pardonne pour ça, Roger Mila qui disait que si jamais Samuel Eto'o quittait la présidence de la FECAFOOT, nous sommes foutus. C'est lui qui est foutu si jamais il quitte pas nous. Au contraire, il y a plein de gens qui seraient soulagés parce que ce qu'on observe est quand même assez désastreux aujourd'hui. Il faut arrêter la saignée. Pour revenir à cette démission factice du président de la Fédération camerounaise de football, je pense que c'est un acte de chantage, mais assez puéril quand même, parce que au moment où on l'attendait sur le bilan du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et sur les raisons de l'échec et son plan pour relancer cette équipe nationale dans la perspective des nouvelles échéances, il nous sait effectivement ce fake cette fausse démission. Mais en réalité, c'est un acte de com.
et qui a un peu marché quand même. Parce que moi, j'ai accordé une interview à un journal français, SoFoot. L'autre jour, on parlait de cette affaire. C'est une interview à paraître dans les prochains jours. Et je leur disais, vous êtes effectivement, la presse internationale est tombée dans le piège de Samuel Eto'o. Parce que moi, j'ai vu effectivement, même les grands journaux, l'équipe titrée, Samuel Eto'o, après la Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o démissionne et son comité exécutif dit non. Il a réussi sa com. Oui. Il a réussi sa com à l'international. Au Cameroun, les gens sont morts de rire quand on a vu ce truc-là. Parce qu'on connaît la personnalité de Samuel Eto'o. C'est pas quelqu'un qui démissionne. Ça pourrait peut-être arriver, mais pour qu'il démissionne, il faudrait qu'il soit vraiment dos au mur. Oui. Et c'est peut-être une arme sur la tempe pour qu'il démissionne. Parce que c'est un fonceur. C'est un jusqu'au boutiste et il n'est pas comme vous et moi. C'est-à-dire que notre réaction, une fois qu'on est au cœur d'une tempête, c'est de nous arrêter, de laisser le vent passer avant de reprendre la marche. Lui, il fonce dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui sait s'arrêter. Oui. Il fonce jusqu'à ce qu'il va se retrouver vraiment au bout du bout. Donc, ce n'est pas dans son ADN, ce n'est pas dans son mindset de pouvoir démissionner. Pour moi, c'était un fake. L'objectif, c'était un chantage. Et à l'égard, et une manière d'attirer l'attention de la FIFA, de la CAF et du gouvernement camerounais pour leur dire que, attention, parce que il y a les enquêtes sur les matchs truqués présumés dans lesquels il est cité à travers les audios que nous avons tous entendus. La CAF est en train d'enquêter là-dessus, l'enquête est même déjà terminée. La FIFA aussi. Le gouvernement camerounais s'est déjà fait une raison là-dessus parce qu'à la présidente de la République, on a reçu tous ces gens-là, Ndjala Kouane, toutes ces personnes-là ont été auditionnées et tout ça pour savoir de quoi il était question. Et donc, sachant qu'une décision pourrait être bientôt rendue, son objectif c'est de dire attention, vous ne pouvez pas me dégager parce que j'ai le soutien indéfectible de mon comité exécutif, d'une ancienne gloire. Et on a même fantasmé l'idée selon laquelle si on le suspendait de ses fonctions à la Fédération camerounaise de football, il y aurait des risques de troubles à l'ordre public. Tout à fait. C'est n'importe quoi. Iya Mohamed l'avait sanctionné et à l'époque, devant le conseil de discipline, on avait dit qu'il y aurait un risque de printemps arabe au Cameroun si jamais on le suspendait. On a suspendu, rien n'est arrivé à personne. Joseph Oona l'a également sanctionné après la Coupe du Monde au Brésil. Rien n'est arrivé à personne. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête ce genre de chantage pour masquer ses propres défaillances à la tête d'une institution qu'on appelle la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, quel avenir, d'après vous, lui sera réservé à Samuel Eto'o? Est-ce que vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout de ces 4 ans et remplir pour un autre mandat? Ou alors vous pensez qu'il pourrait être débarqué en cours de route? Ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile pour lui de terminer son mandat. Les accusations de matchs truqués, présumés, il bénéficie de la présomption d'innocence, qui est quelque chose de sacré. On va la lui reconnaître, la présomption d'innocence. Mais c'est assez grave quand même, parce que dans le football, les matchs truqués, c'est pratiquement le crime suprême. Parce que si on va jouer des matchs sans savoir et que les résultats ne dépendent plus des performances sur le terrain, mais de trafic de bureau ou alors au téléphone et tout, c'est quelque chose d'absolument désastreux qui va tuer le football. Et je pense que l'une des choses que je lui reconnais quand même dans mon livre L'Arnaque, c'est d'avoir réorganisé un peu le championnat. Pas que le championnat ne se jouait pas, mais il a redonné un peu d'engouement quand même. Mais cet engouement a été plombé effectivement par les matchs truqués et également par les paris sportifs sur les matchs du championnat. Et lui-même, dans son discours à l'hôtel Hilton au cours d'une réunion du comité exécutif, avait attiré l'attention du monde du football camerounais sur le drame que représentent les paris foot au Cameroun. Donc lui-même. Et il a quand même signé un contrat avec une société de paris sportifs. Et là également, c'était un sujet sur lequel la FIFA est en train d'enquêter. Donc ce sont des faits, c'est factuel. Ça n'a rien à voir avec moi, ce sont des faits que n'importe qui peut voir. La seule chose, c'est que j'essaie de les relever, là où tout le monde veut cacher. Mais c'est factuel, ce n'est pas moi, ce sont des faits. Et donc la FIFA est en train d'enquêter sur tout cela. Il finira son... L'une des choses, c'est que c'est un combattant, c'est quelqu'un qui sait se battre, qui sait affronter l'adversité. Donc en ce moment, il se bat comme un beau diable pour rester, mais ça va être très très difficile. De toutes les façons, les 2 prochaines années de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football vont être pleines de secousses.
Parole de Jean-Bruno Taillé, son ancien directeur de campagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Jean-Bruno, pour redorer le blason du football camerounais, pour redonner au football camerounais toute sa grandeur et permettre même par un bon management au football local d'éclore véritablement pour qu'on ait une sorte de pépinière qui produit des joueurs capables de nous ramener des victoires comme celle de 2000 ou alors de 2002 au Cameroun. Je pense qu'il y a une synergie. C'est un travail qui ne dépend pas simplement de la Fédération camerounaise de football. Oui. Relever le football, c'est d'abord une question de politique sportive. Quelle est la politique du gouvernement camerounais pour le développement du football? Parce que la politique est définie par le gouvernement et elle doit être mise en œuvre maintenant par la Fédération camerounaise de football, qui est un peu l'organe technique en matière de football. Sauf que malheureusement, au niveau du gouvernement, c'est le vide absolu. On ne réfléchit pas là-bas en ce qui concerne le football. On attend simplement les résultats. L'un des ministres qui avait fait un travail de fond vers la relance, le relèvement du football camerounais s'appelle Michel Zoa. Il avait organisé le forum sur le football, il a organisé les états généraux du sport, et il y a beaucoup de résolutions qui sont sorties de ces états généraux du sport. Il avait un objectif qui était très très noble, de rassembler tout le monde. Oui. Lui, il avait fait par exemple de Joseph-Antoine Bell, qui à l'époque était considéré comme un pestiféré. Joseph-Antoine Bell était presque un conseiller de Michel Zoa. C'est Michel Zoa qui a ramené dans les rangs les gens comme Abdourahmane, qui pour moi est l'une des meilleures expertises que nous avons aujourd'hui dans les questions de sport et précisément du football. Il parlait régulièrement avec Abdourahmane pour essayer de comprendre et tout ça. Moi-même, il m'a sollicité à plusieurs reprises. À l'époque, j'étais encore journaliste sportif, très très critique, mais ça n'empêchait pas qu'il m'appelle pour me demander telle ou telle chose, discuter avec lui. C'est comme ça qu'on construit. Donc, c'est pas, on ne peut pas avoir des victoires de manière incantatoire. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un travail en synergie entre le gouvernement du Cameroun et la Fédération camerounaise de football pour mettre en place un véritable travail sur non seulement la détection des joueurs, mais l'organisation du championnat. Quand vous regardez l'Afrique du Sud, qui a impressionné par son parcours avec un ancien sélectionneur qui avait été chassé du Cameroun, Hugo Broos. Hugo Broos, oui. Et si je dis qu'il avait chassé du Cameroun, les gens vont encore crier. Bon, je préfère ne rien dire. Dites-nous, s'il vous plaît, Jean-Bruno. Avançons. Donc, Hugo Broos qui a réussi quand même à donner une 3e place à l'Afrique du Sud dans cette Coupe du Monde avec une équipe dont le vivier était constitué de joueurs du championnat local. Parce que le championnat sud-africain, il est compétitif. Vous voyez? Donc, on peut faire exactement la même chose au Cameroun aujourd'hui. Avoir le courage. Et il faut communiquer aussi là-dessus, de dire, nous irons à la Coupe du Monde avec une équipe à 50% de joueurs évoluant dans le championnat national. Oui. Et même si on ne gagne pas, on aura au moins réussi à permettre à ces enfants d'affronter le haut niveau. Il faut le faire. L'objectif n'est pas de gagner. L'Afrique du Sud n'a pas gagné la CAN. Mais qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait un beau parcours? Le Cap-Vert n'a pas gagné la CAN. Mais qu'est-ce que le Cap-Vert a séduit? Donc, c'est ça l'objectif. Mais le Cameroun a été nul dans le jeu, nul dans l'organisation. C'est ça qui est énervant. Donc, il faut travailler là-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire une véritable synergie entre le gouvernement et la Fédération camerounaise de football pour préparer les choses, travailler le championnat. Et le problème également, c'est qu'au Cameroun, le gouvernement croit qu'on développe un secteur d'activité à coup de décret. Par un décret, ils ont créé un machin qu'on appelle l'ANAFOOT, qui ne sert strictement à rien. l'ANAFOOT. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière, de se dire nous avons créé un machin qui nous coûte de l'argent et qui n'a jamais réussi à rien produire. On ne connaît pas. À la dernière Coupe du Monde d'Afrique des Nations, il y a quel joueur qui a été peut-être détecté par l'ANAFOOT ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il faut réorganiser les choses, mais pour cela, il faut une véritable synergie entre le ministère des Sports et la fédération. Le ministère qui doit penser la politique gouvernementale en matière de football, puisque nous parlons précisément du football, et travailler avec la Fédération camerounaise de football pour mettre cela en œuvre. Ok. Alors, vous étiez à Douala il y a quelque temps pour la présentation de votre livre L'Arnaque. Oui. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. On a vu des confrères et même des personnes qui vous apprécient être avec vous au Grand Mall pour ce grand moment. Alors, ce livre, comment peut-on s'en procurer et où peut-on le trouver ?
Alors, le livre, il est disponible à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs, Montagne Rouge. C'est une librairie que j'aime beaucoup parce que c'est la propriété de Mongo Betty. Voilà, cette librairie est aujourd'hui tenue par sa veuve avec le soutien du professeur Ambroise Comme. Voilà, donc librairie des peuples noirs à Yaoundé, Monté SNI. Et ici à Douala, le livre, il sera disponible bientôt parce qu'il était en rupture de stock. Oui, tout à fait. Immédiatement après sa sortie, un mois après sa sortie, le livre il était épuisé. Donc avec mon éditeur, on a dû réimprimer de nouveaux exemplaires qui sont de nouveau disponibles. Et ici à Yaoundé, pour l'instant, ils sont distribués par une personne. Je vous communiquerai son téléphone que vous allez faire défiler pour que les téléspectateurs, ceux qui regardent cette émission, puissent la contacter pour pouvoir avoir le bouquin ici à Douala. Et au sujet de ce livre, je voudrais dire que c'est un livre que j'ai écrit le cœur apaisé. Oui. Il n'y avait aucun esprit de vengeance. D'ailleurs, je n'avais aucune raison de l'avoir parce que il fallait que je réponde quand même à ce qui se dit comme quoi ce serait un livre de vengeance. Non, absolument pas. C'est un livre que j'ai écrit le cœur apaisé, sans acrimonie, avec un seul souci: la sincérité et la vérité. Et je rappelle également que dans vos sorties, vous avez eu à le dire à plusieurs reprises, vous n'avez donné que 20%. Oui. Vous n'avez donné pratiquement 20% de ce que vous avez vécu réellement avec Samuel. Parce oui. En fait, le livre, effectivement, la partie témoignage, c'est-à-dire la campagne, celle à laquelle j'ai assisté en immersion, c'est à peine 20% du livre. Le reste, c'est un travail d'enquête. Et comme je l'ai dit, moi, je n'ai mis les pieds à la FECAFOOT pour la dernière fois quand décembre 2021. Et pourtant, je raconte dans ce livre des choses qui sont déroulées pendant la présidence de Samuel Eto'o et tout cela, alors que je n'y ai jamais été. C'est un travail d'enquête. Oui, c'est un travail d'enquête et c'est aussi un problème de crédibilité. Quand vous êtes crédible, en général, on vous ouvre des portes, on peut vous confier des choses parce qu'on sait que vous en ferez bon usage. Et c'est ce que j'ai souvent eu avec mes ouvrages précédents. Par exemple, avec la tragédie des Lions indomptables, j'ai eu toutes les informations de ce qui s'est passé au Brésil, jusque dans les petits détails. Et on m'a donné également un certain nombre de documents précieux. Le rapport de Rigobert Song, quand on est revenu à cette Coupe du Monde, le rapport de Joseph Owona, le rapport du sélectionneur Volk Fink, je crois, ainsi de suite. Donc, tous ces rapports qui étaient destinés au Premier ministre qui présidait, enfin, au secrétaire général des services du Premier ministre qui présidait la commission d'enquête. Même Samuel, quand il va lire l'arnaque, il y a des choses que je révèle là-dedans. Il va se demander, mais comment il a fait pour le savoir? Par exemple, quand je raconte que la première réunion qu'il a avec le personnel de la Fédération camerounaise de football, une fois qu'il arrive comme nouveau président, son discours est de dire que la seule chose qu'il attend d'un collaborateur, c'est la loyauté. Et non la compétence. La compétence, pour lui, c'est un détail. La première des choses, c'est la loyauté. Sauf que l'entendement qu'il a de la loyauté, ce n'est pas le même entendement que vous et moi avons de la loyauté. Pour lui, la loyauté, là, c'est la réputation, c'est le renoncement ou alors le reniement de soi-même. C'est-à-dire, vous ne devez pas exister, il n'y a que lui qui doit exister. C'est vraiment la réputation et tout ça, c'est ça qu'il appelle la loyauté et c'est bien dommage. Alors, je ne saurais sortir de cet entretien, Jean-Bruno, sans vous poser deux questions très importantes. Quel sort doit-on réserver à Rigobert Song aujourd'hui? Est-ce qu'il doit partir de l'équipe nationale ou on doit le maintenir? Alors, c'est une question qui ne se pose pas parce que son contrat, il est arrivé à expiration et je ne sais pas si on pourra reconduire son contrat. Ça à titre personnel, qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, personnellement, j'ai du mal à juger Rigobert Song parce qu'il faut dire qu'il a travaillé dans un environnement très, très difficile. Très, très difficile parce que son président lui a savonné la planche en venant s'immiscer dans son travail. Parce que la communication de Rigobert Song, contrairement à ce que les gens pouvaient croire, n'était pas aussi bête que cela. C'est des messages qu'il essayait de passer. Quand il vient en conférence de presse, par exemple, on lui demande, mais pourquoi dans votre liste, il n'y a pas Choupo-Moting? Il dit, Choupo-Moting, c'est un joueur important.
Vraiment, c'est un joueur important. C'est même l'un des meilleurs et tout ça. Mais c'est un joueur important et il n'est pas sur votre liste pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une manière de dire aux gens, écoutez, pour moi, c'est un joueur important, mais il y a un type qui a dit qu'il ne vient pas. Oui. Vous voyez, donc il y a eu dans sa communication un certain nombre de gestes qu'il posait. Par exemple, je me souviens, il n'est pas entraîneur, voilà, il est manager sélectionneur. Il est manager sélectionneur. Oui. Donc voilà, c'est des petits... Voilà. Sauf que malheureusement, il était sur le banc de touche et c'est lui qui doit assumer. Son adjoint, semble-t-il, n'a pas attendu. Il a fait ses adieux aux joueurs parce qu'effectivement, il est reparti avec vraiment... Il en avait gros sur le cœur parce qu'il a vu toutes les ingérences du président de la Fédération camerounaise de football dans leur travail. Donc, j'ai du mal à juger Rigobert Song parce que je me dis, peut-être que mis dans un environnement différent, il aurait produit un résultat différent, peut-être. Oui. Parce que je me souviens quand même que c'est le type qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Hein. Tout à fait. C'est le type qui nous a qualifiés également pour la CAN in extremis et tout. Donc moi, je ne suis pas... j'ai du mal à le jeter totalement comme ça. Une autre question. Oui. Si aujourd'hui, Samuel Eto'o vous rappelle pour un travail quelconque... Pour faire quoi? Est-ce que... Si vous rappelle pour un travail quelconque, Jean-Bruno, est-ce que vous allez encore accepter de travailler avec lui ou bien pour vous, c'était la dernière fois de collaborer avec lui? Alors, vous savez, nous sommes tous des êtres humains et chacun peut se tromper. Moi, aujourd'hui, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que accompagner Samuel Eto'o en tant que son directeur de campagne fut une erreur. C'est humain de se tromper, chacun peut se tromper. Mais ça devient tragique lorsque vous persistez dans l'erreur. Oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Par conséquent, si vous appelez, je ne serai pas prêt à l'accompagner pour un autre mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je pense que j'ai appris de mes erreurs. Et connaissant la personnalité de l'homme et connaissant la mienne également, je ne suis pas sûr que je peux travailler avec lui même un mois. Nous avons été dans la campagne, c'était autre chose. Oui. Mais travailler au quotidien, je ne suis pas sûr. La preuve, Benjamin Banlok, son premier secrétaire général, a démissionné. Parfait Siki a démissionné également. Il y a d'autres personnes dans son comité exécutif ont divisé. Donc, c'est très très difficile de travailler avec un homme qui a un tel pouvoir et qui est aussi autant rempli de lui-même. C'est très très difficile. Alors nous avons une séquence dans cette émission qui est celle consacrée à à ce que vous pensez de certaines personnes que vous connaissez, avec qui vous cheminez parfois. Et je vais donner quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Guibaï Gatama. Oui, Guibaï Gatama, c'est un confrère, c'est devenu un ami que j'apprécie énormément. C'est l'une des premières personnes qui m'ont amené à commencer à douter des capacités réelles de Samuel Eto'o à pouvoir diriger la Fédération camerounaise de football. Et je dois rappeler, et ça c'est quelque chose de très très important, parce que lorsque j'étais le directeur de campagne de Samuel Eto'o, je savais que Guibaï ne pouvait pas voter pour Samuel. Et Samuel lui a fait une cour assidu et j'observais de loin, je connaissais la personnalité de Guibaï Gatama et voilà, c'était très difficile, mais il m'appelait régulièrement. Il me disait, Jean-Bruno, dis à ton candidat, je n'ai rien contre lui, mais il doit respecter les textes. Ça, c'est quand il avait été élu. Il dit, moi, je n'ai rien contre lui, mais je ne peux pas être membre du comité exécutif. Il viole les lois et on ne dit rien. Je suis désolé, je le combattrai jusqu'à la fin tant qu'il ne veut pas respecter les textes. Voilà mon seul souci. Et leur premier désaccord a commencé avec la nomination du secrétaire général par intérim, Benjamin Banlok, et Guibaï Gatama, qui n'avait pas de candidat. Il disait, moi, je n'ai même rien contre Benjamin Banlok, mais on doit respecter la procédure de nomination d'un secrétaire général. Et Samuel Eto'o a considéré cela comme un casus belli et il y a eu une rupture entre eux et nous savons ce que c'est devenu. Alors, Aman Mana? Aman Mana, c'est mon éditeur, mon patron, quelqu'un qui m'a donné ma chance dans le métier et j'ai pour lui une profonde admiration. C'est presque un mentor, quoi. Alors, Sébastien Banlok? Sébastien Banlok, non.
Benjamin Banlok. Ah, Benjamin, oui, Benjamin Banlok, le russe. Oui. Benjamin Banlok, oui, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui a démissionné. Alors lui aussi, ça, sont des actes qui m'avaient amené à comprendre qu'on prenait le mauvais chemin. Parce qu'il avait mouillé le maillot pendant la campagne. C'était un élément essentiel de l'équipe de campagne de Samuel Eto'o. Vous vous souvenez qu'il avait été le secrétaire général de Seydou Mbombo Njoya et il avait été viré parce qu'on le soupçonnait d'être un pion de Samuel Eto'o lorsque la candidature de Samuel Eto'o a été officialisée et donc il a finalement été viré à cause de Samuel Eto'o et lorsqu'il rejoint l'équipe de campagne de Samuel Eto'o enfin, après il est nommé secrétaire général et leur relation se détériore, il décide de démissionner, ce que moi j'ai trouvé tout à fait admirable, c'est-à-dire que démissionner, être capable de dire je ne veux plus. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire parce que je connais plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait et qui subissent. Donc, Benjamin Banlok, il est comme moi. On n'est pas des avaleurs de couleuvres. Et Parfait Siki? Parfait Siki, un confrère également. J'ai eu beaucoup de peine pour lui. Il a connu quand même des épisodes très très malheureux. Des soutiens de Samuel avaient failli lui casser la gueule pendant le jour de l'élection au Mont-Fébé. J'étais là, donc j'ai essayé de calmer la tension. Et deuxième chose, il est quand même allé en prison pendant, je crois, 6 mois. Tout à fait. Pour rien. Simplement pour parce que, voilà, oui, pour rien. La preuve, la procédure qu'il y avait contre lui est à quel niveau aujourd'hui. Donc c'est simplement parce qu'un individu a décidé, je vais le faire morfler. C'est moi. Il a fait 6 mois de sa vie en prison. Et j'admire la dignité avec laquelle il a subi ce mauvais sort. Que pensez-vous de Jean-Pierre Amourou Belinga? Bon, patron de médias qui malheureusement aujourd'hui est en prison. Vous savez, la situation dans laquelle il est assez difficile. Je ne souhaiterais pas ça même à mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi. Donc, je préfère ne pas tirer sur une ambulance. Il est déjà dans des situations très très difficiles. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Bruno Bidjan? Bruno Bidjan, un confrère également, voilà, avec qui je discute très très souvent. Il m'a souvent fait l'amitié de m'inviter dans ses émissions. En ce moment, lui aussi, il est en difficulté. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir et je le lui souhaite. On va parler cette fois de Ernest Obama. Ernest Obama, mon ancien camarade dans l'équipe de campagne de Samuel Eto'o, aujourd'hui il est son porte-parole. Nous avons choisi des chemins différents. J'espère qu'il est à l'aise là où il est. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Pas vraiment. Quand on se voit, c'est chaleureux. Bon, j'espère que c'est sincère. Pour moi, en tout cas, c'est sincère. Oui. Pour moi, quand je le vois, c'est une accolade. Mais ces temps-ci, on ne s'est pas beaucoup vu. Il a fait quelques émissions. Il n'a pas été très, très gentil avec moi, mais bon, c'est pas grave et tout ça. Donc, voilà quoi. Le général Valsero? Le général Valsero, c'est quelqu'un avec qui je discute très, très souvent. Oui. Et dans l'histoire de Samuel Eto'o, Valsero était un soutien de Eto'o quand il a été candidat. Et je me souviens quand j'ai accepté, quand la nouvelle que je suis le directeur de campagne de Samuel Eto'o a été publiée, Valsero a fait une vidéo dans sa clinique dans laquelle il me félicitait d'avoir accepté d'être le directeur de campagne de Samuel Eto'o. Et il me disait, j'ai posé un acte de grandeur d'avoir dépassé les récriminations que je pouvais avoir contre Samuel Eto'o pour accepter de l'accompagner dans cette aventure. Mais le jour où Samuel Eto'o nomme Ernest Obama porte-parole du candidat, Valsero m'appelle et il me dit, Jean-Bruno, nos chemins se séparent ici. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Samuel Eto'o est dans la manipulation. J'utilise ces mots, il dit ce type n'a pas changé. Il est dans la manipulation. Quelle idée de te mettre aux côtés d'Ernest Obama. Je lui dis, mais Valsero, il n'y a aucun souci, moi ça me dérange pas. Il dit non, 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 il n'a pas changé. Et il me dit, faites très très attention, parce que je pense qu'il a dû promettre ta tête quelque part. C'est-à-dire de dire que voilà, une fois que j'aurai travaillé avec Jean-Bruno, il n'ouvrira plus jamais sa bouche pour critiquer quoi que ce soit dans ce pays. Sauf que ça a été un mauvais calcul. Moi, je suis un homme libre. Et vous pensez que Valsero avait raison, finalement? Oui, je pense qu'il avait raison. Il avait raison. Bonne lecture sur la situation. Oui, il avait raison sur toute la ligne. Il a dit, un type, en général, ne marche qu'avec des gens qui lui ressemblent.
Et il a dit, faire de Ernest Obama un élément de sa campagne, ça signifie qu'il ressemble à Ernest Obama et tout ça. Bon, enfin, ce sont ses arguments. Hein. Oui, tout à fait. Oui, et il a décidé de retirer son soutien à Samuel Eto'o et depuis lors, il ne l'a plus jamais lâché. Je ne vous apprends rien au sujet de ces capsules qu'il fait sur la présidence de Samuel Eto'o. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de lucidité dans ce qu'il fait. Et un jour, parce que quand j'étais encore dans l'équipe de campagne, j'étais fâché contre Valsero. J'en voulais à Valsero, je lui faisais des messages pas très gentils et il rigolait. Il me disait, Jean-Bruno, moi, quand je tape sur Samuel, je tape sur mon ami. Personne parmi vous ne le connaît comme moi je le connais. Donc, je tape sur mon ami parce que je l'aime beaucoup et j'ai compris qu'il est entré dans une histoire qui finalement va, au lieu de l'élever, va plutôt le détruire. Et aujourd'hui, on est fondé à penser que Valsero avait eu raison trop tôt. Alors, deux personnalités pour terminer. Maurice Kamto. Maurice Kamto, principal opposant au régime Biya, mais ce qui m'intéresse davantage chez lui, c'est l'intellectuel. Brillant professeur d'université, j'ai eu l'honneur de l'avoir comme enseignant de droit international public à l'université de Yaoundé 2, donc c'est une personne pour qui j'ai un profond respect. C'est quelqu'un qui a également une certaine éthique de vie qui, moi, m'interpelle. Et on a le sentiment, quand on observe, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire là, qu'il a vécu toute sa vie avec dans son esprit qu'il pourrait un jour entrer en politique et il s'est arrangé pour avoir une vie assez exemplaire. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant et c'est rare dans la scène politique camerounaise où fourmille, plein de faux dieux, de charlatans et tout ça, de trouver des gens qui ont une certaine éthique comme celle de Maurice Kamto. Alors, et pour terminer, le président Paul Biya. Le président Paul Biya, président de la République du Cameroun. Qui vous a nommé, je crois, à l'époque au Conseil national de la communication. Oui, bon, je ne sais pas si c'est lui qui m'a nommé ou bien c'est un de ses collaborateurs qui a dû mettre mon nom parce que je ne suis pas celui qui me connaît, donc ça m'étonnerait. Donc, président de la République du Cameroun, il a eu un destin exceptionnel, c'est-à-dire que réussir à être président d'un pays comme le nôtre, c'est un destin exceptionnel, sauf qu'il a trop duré. Et c'est son drame aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez déjà plus de 40 ans de pouvoir, même pour vous, même ce n'est plus bon. C'est épuisant. Oui, c'est épuisant et vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire qu'il a atteint le bout du bout, quoi. Et la seule chose que je souhaite pour lui, et je l'ai écrit dans mon livre Accordé avec fraude, je disais, la manière dont le président Paul Biya est arrivé au pouvoir l'oblige au moins moralement à repartir de cette manière. C'est-à-dire que il est arrivé dans la paix parce qu'un type a eu le courage de lui léguer le pouvoir. J'espère que lui aussi, il va laisser le pouvoir. Pas de la même manière, parce que les époques ont changé. Et dans mon livre, je suis parfois très naïf. Malheureusement, je suis comme ça, je n'y peux rien. Et naïvement, dans mon livre, j'ai dit que l'avenir du Cameroun dépend de ce que décidera le président Paul Biya. C'est lui qui tient les clés de l'avenir de ce pays. S'il décide que le Cameroun va plonger dans le chaos après lui, ce sera le chaos. Mais s'il décide que le Cameroun va devenir un grand pays après lui, il va le faire. Pourquoi? Le drame, c'est qu'il a gouverné pendant 40 ans sans second. Il n'y a pas de numéro 2 au RDPC. Le numéro 2 du RDPC, c'est qui? C'est Jean Kouété. C'est qui? Donc, et ça brouille les pistes de la succession. Parce qu'il y aura une bataille successorale très très difficile dans son propre camp. Tu vois? Et le seul moyen de nous éviter le chaos, c'est la voie démocratique. Je suis très naïf, mais je préfère exposer ma naïveté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il réorganise les institutions. Les institutions, il dote le Cameroun d'une vraie constitution avec un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et on verrouille cette disposition-là pour que plus jamais un humain au Cameroun n'ose modifier cette disposition-là. On dote le Cameroun d'un vrai conseil constitutionnel avec à l'intérieur des membres du conseil constitutionnel qui sont amovibles pendant la durée
durée de leur inamovible pendant la durée de leur mandat. On dote le Cameroun d'une vraie loi électorale consensuelle sur laquelle on aura discuté de manière calme et posée avec toutes les parties prenantes, que ce soit les opposants, la société civile, les journalistes, les religieux et tout le monde, pour doter le Cameroun d'un vrai code électoral. Après ça, je rêve, hein, mais rêvons, il démissionne de la présidence du RDPC, on choisit un candidat du RDPC, on va à une élection à 2 tours. Et lui, il joue le rôle d'arbitre. Parce que de son vivant, dans les va-t-en-guerre de son clan, n'oseront pas bouger. Ils ne vont rien faire de son vivant parce qu'il va imposer une certaine crainte. On va aux élections à 2 tours. Celui qui gagne, il prend le pouvoir et au moins, il aura sauvé le Cameroun. Parce que en ce qui concerne le développement du Cameroun, on ne peut pas dire qu'il est réussi. Et de toutes les façons, le développement d'un pays ne dépend pas d'un individu. C'est un travail de longue haleine. En 40 ans, il a fait ce qu'il pouvait. Un autre va poursuivre le chantier. Par contre, là où l'histoire sera cruelle envers le président Paul Biya, c'est s'il ne dote pas le Cameroun de véritables institutions démocratiques avant de partir un de ces jours. Et je pense que s'il réussit à faire cela, je rêve, mais j'aime bien rêver, je suis naïf. S'il réussit à faire ça, je crois qu'il aura rendu un grand service à ce pays et on lui sera éternellement reconnaissant pour cela. C'est bien beau pour tout ce que vous dites, mais est-ce qu'il a encore le temps suffisant pour faire tout ce que vous avez dit? Ça ne coûte rien. Hein. Et la Constitution, une seule année, il le fait en 2 mois. Oui. La Constitution, on ne va pas réécrire une nouvelle Constitution. Il y a 3 ou 4 dispositions là qu'il faut modifier. Changer. La durée du mandat. Une disposition pour verrouiller cette durée du mandat. On ajoute une disposition sur l'élection à 2 tours. On renforce également la question de la déclaration des biens parce que la corruption, les détournements de fonds publics, c'est un véritable fléau qui plombe le développement de ce pays. C'est quoi? Ça prend, c'est 2 jours. On a modifié ces dispositions-là. Maintenant, le code électoral. Il y a des dispositions qui sont mauvaises là-dedans. Moi, j'ai écrit un livre sur le processus électoral au Cameroun. Donc, je connais un peu. Je peux apporter aussi une contribution sur qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans. Il y a des experts là-dedans. Il y a également l'opposition qui ne demande que ça. On fait des élections à 2 tours. Le Conseil constitutionnel, on refait les textes avec des dispositions sur l'inamovibilité des membres du Conseil constitutionnel. Le choix même des membres de Elections Cameroun et tout, que ce ne soit plus simplement l'émanation du seul président de la République qui, dans le secret de son bureau, nomme qui il veut. Ça jette des suspicions tout à fait légitimes des opposants sur une telle institution. On n'a pas besoin d'un an pour ça. C'est une simple question de volonté. Et le président de la République, toute sa carrière d'homme politique durant, a joué sur quelque chose qui s'appelle le temps. C'est-à-dire, c'est les journalistes de la CRTV, des étudiants qui disaient souvent le maître du temps, ce qui est une hérésie, mais effectivement, il lui croit ça. C'est-à-dire, il prend son temps pour toutes sortes de choses. C'est précisément ce qui lui manque le plus aujourd'hui, le temps. Parce qu'il se fait déjà un peu vieux. Ce n'est pas une insulte à son égard, c'est un fait. Il n'est plus tout à fait jeune, à 91 ans. Voilà, donc changer tout ça, ça ne prend pas 3 mois, c'est 2 mois. Et on a des opposants, on a la société civile qui a déjà réfléchi sur toutes ces questions-là. Il suffit simplement d'avoir un peu de volonté et d'avoir l'amour pour son pays. Merci et le beaucoup. Sens de l'histoire. Merci beaucoup Jean-Bruno Tani. C'est d'ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci d'être passé dans nos studios. Vous qui avez l'habitude d'interviewer aujourd'hui, c'est nous qui vous interviewons. Ah, c'est pas facile, hein. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro du Tic au Tac sur JNJ Media. Et merci particulier à toute l'équipe de production, chapeautée aujourd'hui par Gilles Bédard-Nobichi, accompagné de NMZ à la réalisation. Merci également à Grasté qui a coordonné et supervisé cette émission. Continuez de suivre nos programmes sur nos différentes plateformes, notamment YouTube et notre page officielle Facebook qui s'affiche actuellement au bas du petit écran. N'oubliez pas de cliquer à chaque fois et d'activer la cloche de notification pour recevoir l'ensemble de nos productions mises en ligne chaque semaine. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité. Le prochain sur la liste, c'est le promoteur de CFoot qui sera avec nous sur ce plateau pour qu'on puisse ensemble faire un bilan complet de la Coupe d'Afrique des Nations, chose dite, vue et entendue pendant la Coupe d'Afrique.